Bonsoir à tous. Notre dernier rendez-vous de la journée et du forum. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Et je ne vais pas m'étendre sur la problématique qui nous rassemble pour ce panel. Jean aura la lourde tâche de diriger avec brio ce panel. Je vais juste dire quelques mots, notamment sur la problématique des différents usages de l'eau et dans les contextes fragiles et les enjeux autour de la paix et de la sécurité, justement liés à l'eau. On sait qu'à l'échelle mondiale, il y a de nombreuses zones géographiques qui ont de forts enjeux géopolitiques liés aux ressources en eau. Et souvent, on regroupe ces zones dans un vaste ensemble qu'un chercheur français qui s'appelle Franck Galland, qui est plutôt de formation, école de commerce, mais qui a fait beaucoup de recherches sur ces questions-là, ce qu'il a nommé la diagonale de la soif. Et justement, cette diagonale qui va de Gibraltar aux confins sino-russes a en quelque sorte un miroir, quelque chose à voir avec ce qui se passe aussi en Afrique. Et on pense notamment aux tensions autour du bassin du Nil, qui est central pour l'Égypte, mais qui concerne aussi tous les autres pays qui sont l'Éthiopie, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda ou encore l'Ouganda. Et on note justement le bouleversement induit par le changement climatique et la vie des populations autour des trois plus grands lacs en Afrique, notamment le lac Victoria, Tanganyika et Malawi. Donc, les tensions qui sont liées aux ressources en eau deviennent un véritable enjeu de paix et de sécurité pour les populations par-delà les frontières. Donc, merci Jean de diriger ce panel et je te laisse la parole pour que tu puisses poser avec acuité la problématique. Merci à nos invités. Merci. 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 Vous m'entendez? Merci beaucoup Didier, merci à toute l'équipe d'Africa 21 et nos félicitations pour la première édition de ce forum Afrique 2050. Je me présente d'abord, donc je travaille pour le Geneva Water Hub, mon nom est Jean Villemain. Le Geneva Water Hub, c'est un centre de compétences spécialisé sur l'interface entre sciences et politique, sur les questions d'hydropolitique et de diplomatie de l'eau. Nous sommes rattachés à l'Université de Genève avec une collaboration depuis nos débuts en 2014 et 2015 avec la coopération suisse pour positionner ce thème de l'eau et de la paix à l'international. Donc, nous sommes associés à ce Forum Afrique 2050 pour aussi proposer les séries de 3 tables rondes cet après-midi sur la question du défi lié à l'eau en Afrique, et on l'a fait en binôme avec nos partenaires stratégiques qui sont le Pôle de Dakar. Le Pôle de Dakar qui est rattaché au gouvernement du Sénégal et puis à des institutions d'agences de bassin, à la société civile. Et donc, tous deux, nous partageons un même mandat qui est celui de promouvoir l'eau comme un instrument de paix et de coopération. C'est une trajectoire de partenariat qui s'est faite en fait avec des engagements de 15 pays qui ont co-parrainé un panel mondial de haut niveau sur l'eau et la paix. Et donc, qui était la première réflexion proposée à l'international entre ces trois grands sujets, comment positionner l'eau au centre des 3 grands agendas internationaux que sont la paix, le développement et l'humanitaire. Et donc, le Sénégal, qui a aussi vice-présidé le panel, a souhaité également avoir dans la lancée de son engagement sa propre organisation de diplomatie de l'eau avec la fondation du Pôle Dakar en 2019. Donc, c'est cette association qui nous a réunis du coup aussi pour proposer une série d'échanges, de débats sur les thèmes de l'eau à ce Forum Afrique 2050. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir pour cette dernière session le plaisir d'aborder la question du partage de l'eau dans les contextes fragiles, enjeux autour de la paix et de la gestion transfrontalière de l'eau. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un triptyque avec 3 perspectives différentes sur ces questions qui sont cruciales. Il y aura d'abord avec la perspective de l'urgence, de l'humanitaire, avec l'intervention de M. Guillaume Pierre Imbert, qui dirige l'unité des ingénieurs eau et habitat du Comité international de la Croix-Rouge, qui va nous donner donc
sa perspective sur les zones de crise, les zones où les systèmes d'approvisionnement en eau ont défailli pour des raisons de catastrophe ou d'instabilité politique ou de violence armée. Il pourra nous porter donc son regard sur ces questions d'urgence et ces situations qui affectent les communautés au niveau local. Nous allons avoir ensuite une perspective plus du temps long, qui est celui du développement institutionnel, et plus celui de l'échelle de la coopération régionale avec, on l'a dit à ce forum, la question de la coopération au sein des bassins partagés par plusieurs États, et avec l'intervention du docteur Madio Dionias, qui était un des chercheurs associés au Polo de Dakar, qui va nous donner donc la perspective de cette coopération régionale et le temps long de l'évolution des pratiques en termes d'agences de bassin. Et puis, nous aurons aussi le plaisir et l'honneur de recevoir donc, comme panéliste Monsieur Pedro Arroyo-Agudo, qui est rapporteur spécial de l'ONU sur les droits à l'eau et à l'assainissement, et qui nous donnera sa perspective en tant que porteur de ce mandat sur comment les droits fondamentaux sont intégrés dans les cadres juridiques, dans les politiques publiques, et puis comment, du coup, ces questions de fragilité aussi peuvent être abordées à travers cette approche basée sur les droits humains. Donc, sans plus attendre, je vais introduire le premier panéliste. Donc, Guillaume, vous dirigez une unité qui intervient dans l'approvisionnement d'eau potable, d'assainissement, mais également de santé environnementale, de logement, dans des contextes de crise. Cette unité, donc WATAB, elle célèbre ses 40 ans cette année. On peut dire que c'est un anniversaire qui se fait dans un constat plutôt d'augmentation des besoins humanitaires, voire des explosions des besoins d'humanitaire, tout en ayant toujours des difficultés de mobiliser des ressources pour répondre à ces urgences. Vous étiez d'ailleurs à New York à la conférence mondiale de l'eau en mars cette année, et conjointement avec d'autres organisations, vous avez aussi signé un appel à l'action pour que la communauté internationale finance des services durables et résilients pour l'accès à l'eau et l'assainissement dans ces contextes de crise. Donc, à travers votre position de chef de cette unité, quels sont les constats que vous tirez aujourd'hui sur les besoins d'urgence dans les contextes de crise, de fragilité? Quels sont les principaux obstacles auxquels l'action humanitaire est confrontée? Comment l'action humanitaire elle évolue aussi dans cette collaboration avec les acteurs du développement? Il y a beaucoup de régions qui sont caractérisées par des volatilités de situation. On transite rapidement entre une violence armée et une instabilité politique précaire. Et puis finalement, vu que c'est le thème aussi, le partage de l'eau, en tant que praticien aussi de ces services d'eau, est-ce que vous observez des dynamiques constructives, notamment au niveau local, sur des questions de cohésion sociale qui pourraient favoriser aussi la paix, même si c'est indirectement vis-à-vis de votre mandat? Et donc, je vous donne la parole pour une intervention. Merci. Allô, allô? Oui, très bien. Bonsoir à tous. Et ravi d'être ici pour parler de cette question, effectivement, de l'eau et des conflits. Alors, j'ai une présentation. Je ne sais pas quand c'est qu'on va la voir à l'écran. Mais effectivement, voilà. Donc, c'est effectivement voilà, je vais me concentrer sur la coopération des acteurs humanitaires avec d'autres acteurs dans le domaine de l'eau, mais effectivement en essayant de traiter toutes les questions que Jean a mentionnées jusqu'à maintenant. Alors, si on passe directement à la diapositive suivante, c'est une diapositive qui va nous permettre juste de vous montrer que c'est des sujets qui ont été étudiés sur la durée par le CICR et par d'autres organisations en collaboration avec nous. Et donc, qu'il y a toute une documentation qui est disponible sur ces sujets et que si vous y êtes intéressé, je vous encourage fortement à aller regarder sur le site web du CICR. Il y a plusieurs rapports comme le premier que vous voyez en haut à gauche, qui est vraiment sur l'opérationnalisation du nexus, comment les acteurs du développement et les acteurs humanitaires peuvent travailler ensemble pour construire la résilience des prestataires de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement.
Le deuxième, qui est sur les services urbains lors de conflits armés prolongés, qui est déjà un peu plus vieux, il date de 2015, mais qui l'a vraiment creuse sur la question de la spécificité de la vulnérabilité de ces systèmes urbains lors de conflits à durée prolongée et comment essayer de mieux y répondre. On a également des rapports sur la question du changement climatique et du conflit, comment les deux ensemble créent des vulnérabilités particulières pour certaines populations. On a évidemment des publications liées au mandat fort du CICR par rapport au droit international humanitaire et comment les forces armées ou les acteurs armés non étatiques peuvent mieux appréhender le domaine urbain en termes de conduite des hostilités pour essayer de diminuer les dommages sur les systèmes de services essentiels, mais aussi évidemment sur les populations. Et de plus en plus, un travail sur la résilience des systèmes, afin que sur ces conflits à durée prolongée, les populations puissent avoir un accès garanti aux services essentiels tels que l'approvisionnement en eau. Si on passe à la diapositive suivante, où là, on va entrer effectivement dans le cœur du sujet, c'est une carte du Sahel. Et c'est une carte qui montre où le CICR est présent. Alors, ça montre surtout d'abord que, effectivement, pour le CICR, le plus important, c'est d'être le plus proche possible des populations qui sont affectées par les conflits. C'est en étant le plus proche possible qu'on peut leur fournir une aide d'urgence essentielle, qu'on peut les protéger contre les conséquences ou les violations du droit international humanitaire. Et donc, ça montre qu'effectivement, on est partout. Alors, ça amène un second constat qui est un peu triste, et qu'effectivement, c'est une région qui est ravagée par les conflits, malheureusement déjà depuis un certain temps, et que effectivement, quasiment tous les gens qui habitent dans ces régions-là ont besoin d'une aide d'urgence absolument vitale afin de survivre, mais où on le voit effectivement sur ces questions de conflits à durée prolongée, où on doit aussi rester et essayer d'amener des solutions plus durables. Alors, ces besoins humanitaires, ils ne cessent d'augmenter malheureusement. On le voit depuis une quinzaine, presque une vingtaine d'années, que ce soit dans le Sahel, en Afrique en général ou même au-delà. Malheureusement, le nombre de gens qui vivent dans des zones touchées par les conflits ne cesse d'augmenter, avec aussi effectivement des conflits qui ne cessent d'augmenter en intensité, en durée, et donc avec des besoins de plus en plus croissants. Et si on s'arrête sur la région du Sahel, eh bien effectivement la question de l'accès à l'eau est une des problématiques humanitaires majeures, puisqu'effectivement c'est une zone principalement aride, et donc la question de l'accès à l'eau devient de plus en plus difficile pour toutes ces populations, et c'est effectivement aggravé par d'autres facteurs tels que le changement climatique, la situation économique difficile à laquelle font face ces populations, et voilà. Et donc tout cela fait augmenter les choses. Un aspect aussi important, c'est que selon le CICR, aussi une des causes premières de ces besoins humanitaires, c'est aussi malheureusement le fait que le droit international humanitaire n'est pas toujours respecté, et que les principes du droit international humanitaire ne sont pas respectés par toutes les parties au conflit, et donc que cela intensifie ces besoins humanitaires, aussi réduisent l'accès aux organisations humanitaires qui viennent répondre à ces besoins, aider les populations, et tous ces facteurs sont vraiment un cercle vicieux dans lequel on se trouve actuellement. Après, il y a aussi effectivement le fait que, vu que la ressource en eau est limitée, eh bien, effectivement, c'est aussi concomitant avec des tensions inter- ou intracommunautaires, que ce soit pour les populations résidentes, celles qui restent sur place, mais aussi les populations qui sont en mouvement, que ce soit les populations nomades, que ce soit les populations qui se sentent obligées de se déplacer parce qu'ils n'ont plus accès à certains services, parce qu'ils vont aussi devoir bouger pour essayer d'accéder à certaines ressources. Si on passe à la diapositive suivante, il y a plusieurs informations là. C'est simplement pour vous montrer vraiment plus concentré sur la région du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Tous ces petits points que vous voyez sur la carte, c'est tous les projets que le CICR
à effectuer dans la période 2018 à 2023 dans la région, dans cette région-là. Donc, ça représente plus de 600 projets, dont 370 liés à l'eau, qui montre effectivement une forte proportion liée à l'eau, puisque c'est effectivement un des besoins primaires de cette population. Alors, ces projets, ils sont de toute nature, je dirais. Il y a des projets qui sont purement d'urgence, qui sont faits rapidement, qui coûtent peu cher. On peut imaginer une réparation d'une pompe à main dans un village pour essayer d'assurer que les populations vivant là puissent continuer à accéder. Il y a des projets beaucoup plus gros dans des centres urbains, comme si je prends dans cette région-là, Gao, où effectivement c'est un centre où il y a beaucoup de gens qui vont aussi venir s'y réfugier pour y trouver la sécurité, pour y trouver des services essentiels, et où là, on doit effectivement accompagner sur la durée des prestataires de services pour essayer de garantir un niveau minimal de service à la population. Si on passe à la diapositive suivante, je vais juste mentionner un projet qui est assez particulier dans cette région. C'est un projet qu'on appelle le projet d'éco-résilience qui se déroule au Niger. Alors, c'est un slide où il y aura plusieurs petites animations, on va dire. Donc, je vais vous laisser avancer avec le temps. Donc, c'est un exemple de projet, je crois, qui démontre bien l'évolution de l'action humanitaire. Une action qui se doit d'être de plus en plus holistique, long terme, et qui inclut typiquement la problématique du changement climatique. Ces changements d'approche, on ne le fait pas parce qu'on pense que c'est sympathique, parce que c'est rigolo à faire. C'est vraiment, ça répond à un besoin qui vient notamment effectivement de par la durée de ces conflits. Si on prend les conflits, les opérations les principales du CICR autour du monde, dans les 15 plus grosses opérations du CICR, on y est présent depuis plus de 40 ans. Et malheureusement, on risque d'y être encore présent dans 5, 10 ou 15 ans. Donc, ces conflits n'ont pas de fin. Si on se contente de faire une réponse purement d'urgence, on va devoir répéter cette réponse à l'urgence de manière perpétuelle. Et c'est une réponse qui est chère, qui ne répond pas aux besoins fondamentaux, si ce n'est sur le court terme des populations. Et donc, il faut trouver vraiment des solutions plus durables, plus systémiques. Et ça demande effectivement, comme on peut le voir sur cette diapositive, toute une série de compétences, de problématiques qui sont pas forcément au cœur de l'expertise humanitaire, et où donc aussi il y a effectivement un besoin là de plus en plus de partenariat, de travailler avec d'autres organismes qui sont eux plutôt spécialisés dans le développement, qui sont aussi plutôt basés, concentrés sur la question de construire la compétence des acteurs locaux, afin de pouvoir garantir que ces services qu'on fournit à ces populations puissent rester sur la durée. On peut continuer à avancer. Effectivement, on voit que ce n'est pas juste un projet qui vise purement à donner l'accès à l'eau potable. Il faut avoir aussi là, ce qui est important au niveau de l'accès à l'eau, c'est d'avoir cette vision tout usage de l'eau. Si on veut des solutions durables pour une communauté, il faut considérer tous les usages qui sont nécessaires à l'eau, garantir que les ressources qu'on met à leur disposition vont pouvoir perpétuer ces usages sur la durée, et ça demande effectivement toute une série d'actions qui sont quand même de plus en plus complexes au niveau de la réponse. Un autre exemple d'intervention du CICR, c'est un projet qu'on fait à Maïdougouri au Nigeria, un peu comme le projet de Gao que j'ai mentionné avant. C'est un projet là pour des populations urbaines. On parle de presque 1 million d'habitants dans une ville comme Maïdougouri. Alors, il faut savoir que c'était une ville qui était beaucoup plus petite il y a encore quelques années en arrière, mais qui a subi une forte croissance du fait de l'afflux de populations déplacées à cause du conflit. Ces gens sont vraiment venus se réfugier sur Maïdougouri, et c'était une ville qui était déjà
on va dire, négligées en termes d'investissement depuis déjà des décennies, et donc des populations qui viennent dans une ville où ils espèrent recevoir des services, mais dont les systèmes, dans le système d'approvisionnement en eau ne permet pas de répondre à cette demande à forte croissance. Et c'est effectivement principalement dû aussi parce qu'il y a eu un désinvestissement, que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit de la part des acteurs du développement dans ces zones ici. Et ça demande, comme on peut le voir, ça demande des investissements très conséquents. Hein, là, on ne parle plus de réparation de pompes à main, mais on parle de constructions qui sont chères, qui demandent une compétence technique élevée pour essayer de garantir une qualité de construction, mais ensuite du service également. Et tout cela, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'expertise. Et c'est un des grands défis au jour d'aujourd'hui afin de ramener tous ces partenaires qui devraient être présents. C'est pour moi souvent, à travers des projets comme ça, ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener les acteurs du développement là où ils devraient être. Il ne faut pas oublier que les populations qui sont en besoin d'aide au développement sont souvent, malheureusement, aujourd'hui oubliées dans ces zones de conflit. Parce que les acteurs du développement se sont désengagés. Hein, c'était trop risqué pour des questions sécuritaires, des questions liées au risque que ces acteurs sont prêts à prendre. Et effectivement, maintenant, c'est souvent de plus en plus le rôle des humanitaires d'essayer de dérisquer cet engagement des acteurs du développement pour qu'ils puissent revenir et essayer le plus rapidement possible de ramener je dirais une dynamique de développement qui est absolument nécessaire si on veut aussi réduire la dépendance à l'aide humanitaire de toutes ces populations. Voilà, alors c'est un projet qui est toujours en cours aussi, où justement on est en train d'engager avec des acteurs tels que la Banque mondiale et d'autres pour essayer d'assurer ces investissements qui peuvent aller là, en plusieurs centaines de millions de francs suisses sur plusieurs années. Là, je vais brièvement détailler un petit peu ce rapport sur l'opéralisation du Nexus et comment construire la résilience de ces prestataires de services, où effectivement, c'est un rapport qui a été fait avec la Banque mondiale, avec l'UNICEF et le CICR, et où on a étudié toute une série de contextes de crise et où, en prenant les leçons de toutes ces crises, comment est-ce qu'on pouvait tirer effectivement certains principes qui pourraient être opérationnalisés et afin de mieux travailler dans le futur. Donc, ça analyse effectivement quels sont les anciens problèmes, quels sont les nouveaux problèmes qui arrivent durant une crise, comment ensuite, avec la valeur ajoutée de chacun des acteurs, on peut travailler ensemble pour essayer de revenir. Il y a un projet qui touche le Sahel actuellement et qui est très intéressant. C'est un projet qui est mené par la Banque mondiale, et qui s'appelle Cooperation in International Waters in Africa, et qui est, je pense, essentiel et qui vise à travailler, à renforcer la capacité des gouvernements, des acteurs locaux pour la connaissance du potentiel hydrogéologique des ressources en eau. Parce qu'effectivement, si on regarde dans le Sahel, alors on utilise effectivement les ressources souterraines, mais d'une manière souvent, je dirais, anecdotique. On va le faire en creusant des pompes à main ou de forage, mais il y a rarement de l'exploitation à grand niveau, alors qu'il y a des réserves qui existent. Et c'est effectivement peut-être une des solutions pour le long terme, c'est effectivement de travailler sur ce genre de choses. Donc, que la Banque mondiale se concentre sur ces zones fragiles, sur ces zones de conflit et de violence, c'est vraiment, je dirais, c'est un signe positif, on peut dire, pour l'avenir. Donc, en conclusion, je vais aller brièvement à travers ces quelques messages clés que j'aimerais souligner. Donc, le premier, c'est de dire qu'effectivement, les conflits prolongés sont une cause majeure aujourd'hui de souffrance humaine et qui peuvent entraîner des déplacements à long terme, des migrations et des renversements de développement. C'est vraiment dans une région comme le Sahel ce qu'on observe malheureusement tous les jours. Aussi, le fait que les personnes touchées par un conflit armé comptent parmi les plus vulnérables au changement climatique. Et elles sont malheureusement encore au jour d'aujourd'hui les oubliées de l'action climatique, où on voit que l'action climatique se concentre malheureusement là où c'est relativement facile, je dirais, à obtenir des résultats
contrairement à ces zones affectées par des conflits. La participation communautaire et des acteurs locaux sont essentiels. C'est vrai que je n'ai peut-être pas souligné assez ce point dans la présentation, mais tous ces projets que j'ai mentionnés, c'est des projets qui se font en étroite collaboration avec les populations. Le projet d'école résilience du Niger, c'est un exemple dans ce sens-là. C'est vraiment travaillant avec ces populations sur leurs vrais besoins. Comment est-ce qu'eux voient ces solutions et comment nous, on peut essayer de les amener à développer ces solutions parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité de le faire par eux-mêmes. C'est ainsi qu'on va le faire. Et ça permet ensuite de créer parfois des boucles positives qui peuvent réduire des tensions inter- ou intracommunautaires et d'essayer de remettre une dynamique positive. On a aussi des exemples, typiquement au Sénégal, où on a réussi à retrouver de la cohabitation, je dirais, entre certaines populations qui ne se parlaient même plus. Autrement, effectivement, les partenariats humanitaires développement qui sont essentiels si on veut renforcer la résilience avant, pendant et après les crises. Et effectivement, que le fait que ces partenariats ne sont pas toujours sous la forme de financement. On présente souvent le nexus comme étant l'intérêt d'augmenter le financement humanitaire. Ce n'est pas ça forcément le plus important. C'est aussi les échanges techniques, stratégiques, collaboration opérationnelle et parfois de financement. Et peut-être effectivement le point le plus important aussi de la partie du CICR, c'est que tant que le droit international humanitaire ne sera pas respecté, il sera difficile de vraiment trouver des solutions durables pour toutes les populations qui, au jour d'aujourd'hui, souffrent à travers les conflits dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette première perspective, donc, du coup, du point de vue des spécialistes de l'action humanitaire. On va maintenant passer la parole au docteur Mathieu Dionias. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? On va passer la parole au docteur Mathieu Dionias que je vais introduire. Donc, le docteur Mathieu Dionias est un expert indépendant. Il est associé au Pôle de Dakar. Docteur Onias, vous avez une carrière internationale dédiée à cette question du renforcement des agences de bassin et notamment les organismes de bassin transfrontières qui réunissent plusieurs États. Vous avez été membre aussi de la Commission internationale des barrages qui a étudié la question des impacts sociaux et environnementaux des grands barrages à l'aube du XXIe siècle. Et puis donc plus récemment, vous avez publié avec d'autres collègues du Pôle Dakar un ouvrage très intéressant sur la question des enjeux émergents de gestion des eaux partagées en Afrique. C'est donc une écriture collective de beaucoup d'experts qui ont eux-mêmes contribué au développement de ces agences de bassin. Et c'est vraiment un ouvrage qui offre des analyses très fines et de contexte sur ces enjeux. Avec des cas d'études qui prend 6 cas d'études où il y a eu des disputes et des conflits liés à l'eau dans des contextes de bassins partagés en Afrique, mais également cette pratique qu'on peut qualifier de bonne pratique ou pratique vertueuse qui a permis de renforcer la coopération multilatérale entre ces États et jeter des bases solides pour le développement de la paix au niveau régional. Donc, on a le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui aussi pour partager cette perspective-là. Docteur Nias, quel constat vous posez sur ces enjeux émergents, sur le partage de l'eau en Afrique? Et puis c'est le sous-titre aussi de votre ouvrage, comment prévenir les conflits et renforcer cette coopération pour le développement durable et la paix à partir de l'eau et sa coopération. Merci beaucoup. La question que j'aborde ici, c'est la coopération régionale dans le domaine de l'eau au Sahel. Quels sont les défis actuels émergents sur le partage de l'eau dans le contexte sahélien, en Afrique en général? Quelles sont les meilleures pratiques et les leçons apprises dans la coopération transfrontalière autour des ressources en eau pour répondre justement aux problèmes de fragilité? Alors, ce que je vais d'abord parler très brièvement. Je pense que les personnes qui participent à cette rencontre connaissent bien le contexte du Sahel, mais peut-être pour mieux justifier la pertinence des propositions qui seront faites, ce ne serait pas mauvais de parler un peu du contexte sahélien et des enjeux spécifiques qui s'y posent relatifs
en particulier à la gestion des ressources en eau. Ce qu'on pourrait dire, en tout cas, pour ce qui concerne le contexte sahélien, c'est que c'est un contexte, disons, c'est une zone de transition. Transition biophysique d'abord, biophysique et climatique. Bon, d'abord entre le désert et le climat tropical, entre le contexte d'aridité et le contexte d'abondance de l'eau. C'est aussi une zone de transition du point de vue des modes de vie. On a par exemple le mode de vie qui tourne autour de l'élevage, des systèmes de production et d'autres modes de vie qui tournent autour de l'agriculture. Le contexte où ces deux modes de vie se rencontrent, c'est peut-être le contexte sahélien. On a aussi la vie nomade d'une part et la vie sédentaire d'autre part. On peut avoir aussi des contextes de transition au niveau culturel, au niveau racial. On a d'une part le monde arabo-berbère, le monde négro-africain, d'autre part le monde noir, les populations blanches arabes. Vous avez un monde chrétien, le monde musulman. Donc, ces deux systèmes se rencontrent dans le contexte Sahel. C'est un contexte donc de contraste qui a favorisé autant la coopération qui s'est bâtie autour des complémentarités, mais aussi un contexte de confrontation, de conflit qui amplifie les différences. Sur les deux plans, donc le Sahel a aussi bien des opportunités de coopération que des risques de confrontation. Le Sahel offre un riche bilan à présenter. Des enseignements à acquérir, par exemple, des cas de confrontation, mais aussi des cas de coopération. Alors, les facteurs nouveaux, on peut en mentionner beaucoup, en tout cas les enjeux émergents. Il y a des enjeux qui tournent autour de la démographie, comme on sait bien, par exemple, de 1960 à nos jours, la population, donc en tout cas du Sahel occidental, que ce soit les pays Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina, Niger et Tchad, ça a été multiplié par 5, passant de 21 millions d'habitants à 103 millions d'habitants, de personnes. Ce qui veut dire que pendant cette période, la densité de la population a augmenté, a été multipliée par 5 aussi. Et il y a une projection de doublement de la population à l'horizon 2040-2050. On peut dire la même chose plus ou moins en ce qui concerne le cheptel, bien que les statistiques concernant le cheptel sont moins précises. Ça, c'est un deuxième enjeu en dehors de la démographie et l'augmentation du cheptel, c'est vraiment l'enjeu climatique, les changements dans les conditions hydroclimatiques. Vous savez, dans l'Afrique de l'Ouest, et en particulier dans la partie sahélienne, qui est non seulement un domaine de l'aridité, mais a connu donc ces dernières années des perturbations majeures de ces conditions climatiques. Ces perturbations ont revêtu une grande ampleur, une ampleur exceptionnelle depuis le début des années 70. La région a connu une rupture de la série pluviométrique autour des années 68-72, par exemple, se traduisant par une baisse de la pluviométrie moyenne. Avant et après 1970, on a par exemple la pluviométrie a baissé d'environ 15% à 30% dans la zone. La même chose a été observée en ce qui concerne les isoyètes qui mentionnent par exemple l'évolution de la pluviométrie. Ça, ces informations sont importantes. Les isoyètes qui marquent le tracé donc de la moyenne de la pluviométrie enregistrée annuellement, ça a migré de 200 à 250 km vers le sud. Cela veut dire que quand on recevait, par exemple, disons, pour ce qui concerne cette zone, à peu près 500 mm dans la zone de Matam, il faut, à l'est du Sénégal, il faut aller peut-être 250 km plus au sud pour avoir la même pluviométrie moyenne par an. Il y a aussi les débits moyens des fleuves, des grands fleuves. Il y a eu aussi une baisse très, très importante. Par exemple, la pluviométrie dans les principaux bassins pluviaux, les fleuves, que ce soit le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, le bassin du lac Tchad, vous avez une baisse moyenne de 40 à 60% des débits qui sont enregistrés avant des débits actuels par rapport au débit moyen avant les années 70. C'est vrai qu'au cours des dernières années, il y a eu une légère augmentation, mais la tendance est claire, c'est qu'il y a eu une tendance vers la réduction très forte de la pluviométrie et des débits moyens, disons de l'hydraulicité générale dans le contexte sahélien.
Il est important aussi, cela se traduit par le fait que les plaines d'inondation qui jouent un rôle très, très important en tant que creuset de coopération, mais aussi, disons, d'appui au système de production, que ce soit les systèmes de production d'élevage, agricole et de pêche. Ces plaines d'inondation, ces zones humides aussi se sont beaucoup rétrécies au cours de ces dernières décennies. On peut parler par exemple de la plaine d'inondation du bassin du fleuve Sénégal qui a baissé de 500 000 hectares inondés par an généralement à l'heure actuelle à moins de 100 000 hectares. On peut avoir aussi le delta intérieur du Niger, donc au centre du Mali et à l'ouest du Niger, dont la superficie moyenne qui était autour de 37 000 km² avant les années 70, actuellement c'est au-dessous de 15 000 km². Le Tchad lui-même est souvent cité comme exemple, vraiment un des exemples les plus illustratifs de l'impact du changement climatique. La superficie du lac Tchad a baissé de 25 000 km² dans les années 60 à 2 000 à 10 000 km² aujourd'hui. Donc, c'est un rétrécissement très, très important. Ça, c'est de ce point de vue. En ce qui concerne les perspectives, le dernier rapport du groupe sur le changement climatique, donc ça projette que pour ce qui concerne cette partie sahélienne, la pluviométrie va continuer à baisser dans les décennies à venir. Ça, c'est le dernier rapport de IPCC, de la même manière que les débits moyens des grands fleuves. Donc, nous sommes dans le contexte sahélien, je veux dire, c'est un cocktail explosif où les populations ont essayé de s'adapter à ce contexte changeant par plusieurs moyens. D'abord, les stratégies d'adaptation, c'est face à l'augmentation de la pression et à l'augmentation du septel. Il y a eu la conquête de nouvelles terres par le déboisement, donc ça s'est traduit aussi par la désertification. Il y a aussi des pratiques d'intensification et de gestion durable des ressources, ça a été noté dans quelques endroits. On note par exemple quelques cas très positifs, donc au Burkina Faso, etc. Et il y a eu aussi comme pratique d'adaptation une poussée vers les pays du Sud, une migration vers les pays du Sud, par exemple en direction de la Côte d'Ivoire, en direction de la République centrafricaine, et contribuant dans ces pays même à des conflits. Hein. Le conflit, par exemple, en République centrafricaine, entre donc Séléka, nordistes musulmans, et d'autre part les mouvements anti-Balaka qui sont chrétiens, tout ça aussi, ça en partie résulte du fait qu'il y a une migration du nord vers le sud. La même chose au niveau de la Côte d'Ivoire, dans la zone de culture de café-cacao, il y a eu aussi un afflux de population, par exemple, des terres sahéliennes, du Burkina et autres. Et il y a, dans les pratiques d'adaptation, il y a aussi un impératif de mise en valeur et de développement des ressources disponibles, notamment les ressources en eau, notamment par la multiplication, la construction de barrages, etc. Mais quand c'est fait, c'est aussi source de conflits et de tensions. Mais ce qu'il faut noter dans ce contexte-là de tension, c'est que les bassins fluviaux transfrontaliers jouent des rôles importants d'atténuation des contrastes. Parce que ces bassins fluviaux, par exemple, transfèrent l'eau des régions les plus humides vers les régions les plus arides. Par exemple, c'est le cas du fleuve Sénégal qui prend sa naissance dans les montagnes de la Guinée, du Fouta Djallon, et qui transfère des quantités d'eau importantes en direction du Sénégal et de la Mauritanie. La même chose peut être dite en ce qui concerne le fleuve Niger, en ce qui concerne aussi les affluents du lac Tchad, donc qui viennent donc des régions humides de la République centrafricaine et du Cameroun en direction du nord. Donc, ces fleuves jouent un rôle important. Un aspect important à mentionner aussi, c'est le fait que la région dispose d'importantes ressources d'eau souterraine qui sont malheureusement mal connues et très peu exploitées à l'heure actuelle. On peut penser par exemple au bassin de l'île Médène, on peut penser aussi au bassin sénégalo-mauritanien. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que les leçons apprises en ce qui concerne la gestion des fleuves et des bassins fluviaux transfrontaliers peut apporter? Je peux mentionner ici, par exemple, je ne sais pas si je peux partager un écran au moins pour expliquer ce qui a été fait. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut partager la share screen? Oui, vous pouvez partager votre écran, Dr. Niasse. Hein? Oui, vous pouvez activer la fonction partage sur votre... Ce que j'essaie de faire là.
OK, C'est bon, on voit votre présentation. vous voyez ça? Oui, on la voit. Voilà, donc dans le cadre du pôle Eau de Dakar, comme l'a mentionné Jean, on a eu à faire un travail qui a consisté à étudier un peu les enjeux, les opportunités, les risques de conflit et les opportunités de coopération autour des eaux partagées en Afrique en général. Et donc, ce que je vais dire après, c'est en fait les leçons apprises. Mais cette carte présente seulement les études de cas, les cas qui ont été étudiés. Vous voyez, par exemple, en noir à gauche, vous voyez par exemple là les risques de conflit qui ont été étudiés. Et vous avez à droite en vert les opportunités aussi les bonnes pratiques de coopération. Et il y en a à peu près 7. Vous avez 6 risques de conflit. Et on a fait aussi une étude comparative entre le fleuve Niger et le fleuve Nil du point de vue des risques de conflit et opportunités de coopération. Alors, les leçons apprises. Vous avez, en ce qui concerne les leçons apprises, d'une part, la première chose à dire d'abord, c'est que la compétition pour les ressources en eau et les ressources associées, ça s'intensifie partout, y compris dans le Sahel, mais qu'on a beaucoup dit qu'en tout cas, ce risque de conflit n'évolue pas, ou en tout cas n'a jamais évolué depuis en tout cas l'Antiquité, à une guerre ouverte, une confrontation ouverte. Mais si on regarde bien, le risque de conflit autour du fleuve Sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989, et récemment dans le bassin du Nil, donc autour du grand barrage de la Renaissance, qui est en train d'être édifié par l'Éthiopie. Donc, on voit bien qu'on n'est pas loin de risque de confrontation directe. Et l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, dans ses mémoires, a consacré à peu près 4 pages au risque de conflit, à la tension entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989. Et à 7 reprises, il a mentionné le mot guerre et risque de guerre dans cette confrontation-là, pour dire qu'on n'était pas loin d'une confrontation ouverte. Donc, je pense que le fait de dire simplement, non, les conflits de l'eau, il ne faut pas prêter attention, ça ne va jamais évoluer vers une confrontation militaire ouverte, ça aussi, il faut le nuancer. Deuxième constat, c'est que chaque fois qu'on donne la préférence à l'allocation de la ressource en eau, ça présente des risques de conflit. Alors que si on met l'accent sur les services qui sont rendus par l'eau même, par le développement de la ressource, ça atténue le conflit. Par exemple, dans le bassin du fleuve Nil, on parle d'allocation quantitative de la ressource entre les pays, en disant 87%, quelque chose comme ça, de l'eau doit revenir au Soudan et à l'Égypte. Alors que dans le bassin du fleuve Sénégal, on a contourné le problème en disant que ce qui est important, ce n'est pas l'allocation physique de l'eau entre pays, mais c'est surtout de développer les ressources en eau et de partager les bénéfices qui en dérivent. Par exemple, ça veut dire les services, développer la ressource, ça veut dire produire de l'électricité, ça veut dire générer de l'eau pour l'irrigation, l'eau pour la navigation. En ce moment-là, ces services, les bénéfices qui sont produits peuvent être partagés entre les pays. Et dans ce cas-là, ça crée une opportunité de coopération et ça permet d'éviter les conflits. Troisième aspect, c'est le principe du partage des bénéfices. C'est une opportunité de contribuer non seulement à la prévention des conflits, comme je l'ai mentionné, mais ça permet aussi de combler le gap d'infrastructure. Si je reviens au partage d'écran, vous avez ici un tableau qui montre comment est-ce que la première génération de barrages du fleuve Sénégal a été financée. Il s'agit des barrages de Diama et Manantali, et ensuite leur équipement pour produire de l'électricité. Ça a été la décision, ça date de 1972, même si ça s'est concrétisé plus tard. Ce qu'on constate, c'est qu'ici, en fait, si 3 pays étaient membres de l'OMVS à l'époque, la Guinée a rejoint l'OMVS plus tard. Mais à l'époque, si un seul pays pouvait le faire, le barrage allait peser très lourd dans les finances publiques. Par exemple, le coût du programme, c'était plus de 200% du PNB de la Mauritanie. Oui, donc la Mauritanie a un seul pays. L'idée générale, le tableau que j'avais montré, c'était simplement pour montrer que la pertinence pour des pays pauvres et petits pays pauvres de se mettre ensemble
pour construire, pour faire des investissements lourds hydroélectriques. Par exemple, si je dis que la première phase du programme de l'OMVS devait être fait par un seul pays, ça allait peser trop lourd sur les finances publiques. Alors qu'en se mettant ensemble, le coût du programme devient plus raisonnable. C'était ça, c'est le tableau, ce que ça montre, mais pour des gains de temps, je vais probablement aller très vite et essayer de conclure très vite. Donc, le troisième point, c'est de dire que les organes de bassin jouent un rôle très important dans la préservation et dans la prévention. Ils existent, ces organes de bassin, que ce soit l'ABN, que ce soit la CBLT, la Commission du bassin du lac Tchad, que ce soit l'OMVS, ça joue des rôles de prévention. D'abord, peut-être ça sert de cadre de dialogue, mais par exemple, la CBLT, la Commission du lac Tchad, a eu à faire, par exemple, une délimitation des frontières entre les pays autour du plan d'eau du lac, par exemple. Ça, je crois que a joué un rôle de facilitation lorsque le risque de conflit a éclaté entre, par exemple, le Nigeria et le Cameroun. On sait aussi le rôle important que l'OMVS a joué en 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie comme prévention. Et le rôle que l'ABV continue à jouer d'information et de sensibilisation chaque fois qu'il y a eu des tensions autour donc, de l'allocation des ressources en eau dans le bassin de la Volta. Donc ça, c'est le rôle des bassins fluviaux. Les bassins fluviaux aussi sont des cadres qui servent pour faire des investissements, la mobilisation des ressources et des investissements. Un aspect important qu'on a eu à apprendre aussi, c'est le rôle très important que la science peut et doit jouer. Dans beaucoup de conflits, il y a en fait, c'est des malentendus et des incompréhensions en ce qui concerne les impacts réels des ouvrages ou des interventions ou des pays tiers. Alors que les données scientifiques réelles, je pense que ça tend à peut-être à nuancer et à atténuer ce qu'on considère au départ comme étant des impacts inacceptables. Par exemple, les pays aval ont tendance à exagérer le rôle des pays amont, que ce soit donc le Soudan et l'Égypte sur les prélèvements d'eau par les pays amont, que ce soit l'Ouganda ou bien l'Éthiopie. La même chose est valable entre le Ghana, pays aval, et le Burkina, pays amont, sur le fleuve Volta. Donc, les données scientifiques peuvent jouer un rôle très important de prévention des conflits. Il y a d'importantes quantités d'eau sont disponibles dans les eaux souterraines en Afrique. On considère qu'il y a 100 fois plus d'eau douce dans les eaux souterraines comparé par exemple aux eaux de surface. Malheureusement, les eaux souterraines sont mal connues, pas gérées. Il n'y a pas actuellement la coopération autour des eaux partagées, des eaux souterraines partagées encore timide. Ensuite, il y a la question de la sécurité des barrages. Il faut y prêter plus d'attention. D'abord, par rapport au changement climatique, certains barrages ont été conçus dans un contexte qu'on ne prévoit pas, par exemple, certaines amplitudes de crues et autres. Et aussi, il faut prendre en compte le contexte de terrorisme et le risque, par exemple, que ça peut avoir sur les infrastructures de barrages. Il y a aussi, je pense, un aspect important qu'on a eu à prendre dans le cadre des études qu'on a menées ici, c'est que dans beaucoup de conflits ici, la Cour internationale de justice a joué un rôle très, très important d'arbitrage. Et il est important de connaître un peu, en tout cas, les modalités, les principes sur la base desquels ces arbitrages ont été rendus et peut-être en les intégrant dans les dispositifs des organismes de bassin et autres, là, je crois que ça peut prévenir tout risque de conflit. Voilà donc quelques éléments que je pouvais mettre sur la table. Je pense que ma présentation a peut-être duré un peu plus que prévu. Voilà, je m'en arrête là pour le moment en attendant peut-être les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Manedio. Merci pour cette perspective très riche sur l'histoire de la coopération au sein des bassins partageant plusieurs États en Afrique. Et on note avec intérêt du coup aussi les clés de succès de cette coopération qui a réussi à introduire des dynamiques d'eau qui ne se limitaient pas
à partager des ressources finies entre États et à couper une sorte de gâteau, mais de vraiment concevoir des cadres de concertation institutionnelle qui puissent du coup mutualiser des intérêts stratégiques d'État autour de ces questions de valorisation de la ressource, que ce soit pour des objectifs sectoriaux d'eau potable, d'eau d'irrigation, d'hydroélectricité. Et donc, c'est une perspective très riche que vous nous offrez là. Et donc, après cette perspective sur l'évolution institutionnelle des bassins, on va passer à la troisième perspective de cette table ronde avec une vue d'un mandat global sur ces questions de droits fondamentaux, la manière dont on incorpore dans les cadres juridiques les politiques publiques, avec l'intervention de M. Pedro Arro Agudo, expert indépendant également, porteur de ce mandat de rapporteur spécial de l'ONU, donc mandat qui est confié par les États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Docteur Pedro Arro, vous avez une carrière de chercheur en sciences physiques et également sur les enjeux économiques, sur la gestion de l'eau, auxquels vous êtes beaucoup intéressé. Vous êtes professeur émérite à l'université de Saragosse en Espagne. Votre pays où vous êtes beaucoup engagé pour aussi établir des dialogues démocratiques autour de la question du partage de l'eau. Vous avez notamment reçu en 2003 le prix Goldman pour l'environnement, pour votre contribution à la conservation des écosystèmes aquatiques et son implication sur les conflits à l'eau et les implications sur les droits humains fondamentaux, thème qui vous intéresse encore dans le cadre de ce mandat actuellement. Et donc, avec votre regard sur votre expérience, quel regard vous portez sur ces enjeux de droits fondamentaux dans les politiques de l'eau? Quels sont les défis, selon vous, qui se posent sur la gestion du partage de l'eau, du point de vue de la gestion de la quantité et de la qualité également? Bien entendu, ça va de pair. Et puis, comment traiter avec les États et d'autres acteurs aussi cette question d'accès à d'enjeu à l'accès à l'eau, en particulier pour remédier à des fragilités locales comme elles peuvent s'exprimer dans différents contextes. Bon, tout d'abord, merci. Je suis reconnaissant de l'invitation et j'avoue que je viens ici pour apprendre plutôt que pour vous donner des leçons. J'avoue que je commence à peine, ça me fait honte de le dire, mais je reconnais, ça me fait honte de reconnaître que je commence à connaître l'Afrique. Même étant l'Espagne, un voisin, non, qui est tout près de l'Afrique, je connais bien mieux l'Amérique latine, bien sûr l'Europe, l'Amérique du Nord, et voilà, je viens pour apprendre fondamentalement. En tout cas, dans un plan que je vais essayer de nuancer un peu, mais dans un plan plus général, global, dans mon premier rapport, il y a déjà 3 ans qui sont passés très, très vite comme rapporteur. Le premier rapport que j'ai fait devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, bon, j'ai présenté mon diagnostic global sur ce que je dis souvent d'une façon parfois un peu petite provocation, je pourrais dire, la crise mondiale de l'eau dont nous souffrons paradoxalement sur cette planète eau, la planète bleue, avec 2 milliards de personnes sans accès garanti à l'eau potable, et plus de 4 milliards sans assainissement basique. Mais je dis souvent, et je dois faire l'exception en parlant après vous et sur l'Afrique, en parlant du Sahel encore plus, mais je vous dis le profil général, ces milliards de personnes qui n'ont pas l'accès garanti à l'eau potable, dans la grande majorité, globalement, ne sont pas des assoiffés proprement dit, sans eau dans leur milieu de vie, mais surtout des personnes et des communautés extrêmement démunies qui vivent à bord de rivières ou sur des aquifères pollués et qui n'ont pas les moyens de traiter ou d'accéder à l'eau disponible d'une manière adéquate. Quand je dis ça, je dois immédiatement dire, bien sûr, à l'exception
sans aucun doute de zones, territoires arides et semi-arides qui, avec le changement climatique en cours, souffrent et vont souffrir encore plus d'une perspective de pénurie d'eau physique augmentée avec des sécheresses de plus en plus intenses et prolongées qui créent vraiment des risques même d'inhabitabilité et de migration massive qui devraient être abordés dès maintenant avec une planification participative avec les communautés touchées par ce genre de problème et une coopération internationale tant régionale comme globale. Je dis ça en avant, mais j'insiste, je vous écoute pour apprendre sur l'Afrique dans l'ensemble, mais particulièrement sur ces territoires, particulièrement sur le Sahel. Non? Dans le contexte général, je disais ça, la crise globale de l'eau sur la planète eau, et donc en insistant, en disant ce que j'ai dit, j'insiste à mon avis, à niveau global, on a deux grands défis à affronter sur cette matière. Non? La première, c'est de faire la paix avec nos écosystèmes aquatiques, avec nos rivières, nos fleuves, nos lacs, nos zones humides, nos aquifères. Je l'explique tout de suite. Et la deuxième, c'est de promouvoir une gouvernance démocratique de l'eau, comprise l'eau comme un bien commun, accessible à tous, mais que personne ne peut s'approprier. Disons, donc, pas comme une marchandise. Concernant le premier défi, j'insiste toujours à que, d'ailleurs, c'est un des deux rapports, les rapporteurs, nous présentons deux rapports thématiques. Le premier, dans mon cas au moins, c'est je le présente devant le Conseil des droits de l'homme, ici à Genève, ça sera mi-septembre. Un mois plus tard, le deuxième devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. D'accord? Alors, le premier, c'est justement sur ce sujet, le défi de faire la paix avec nos rivières, avec nos fleuves, avec nos écosystèmes aquatiques. Et je dis souvent, on ne va pas avancer sérieusement sur ce défi d'accomplir les droits humains à l'eau potable pour ces 2 milliards de personnes si on n'avance pas sur le défi de faire la paix avec nos écosystèmes aquatiques. Quand je pense à tout ça, tout le temps, je reçois un peu l'idée des exceptions. Hein? Mais je vais foncer un peu sur cette question pour éclaircir un peu ce que je veux dire. Alors, parfois, c'est ne pas connaître suffisamment. Vous avez dit avant, ce n'est pas seulement en Afrique, mais en général, l'eau souterraine est souvent inconnue, pas tellement bien connue ou pas tellement bien connue les dynamiques qu'il y a. Je dis souvent en espagnol, il y a un lema qui dit « ojos que no ven, corazón que no siente ». C'est les yeux qui ne voient pas, c'est le cœur qui ne sent pas. Pas de problème. Et j'ajoute, la tête qui ne pense pas. Alors, voilà, alors, comme on ne voit pas l'eau souterraine, souvent, ou on l'ignore, ou on la surexploite. Et dans un cas et dans l'autre, c'est un désastre. Parce que finalement, on a de l'ordre de 30 fois plus d'eau qu'on ne voit pas, de l'eau douce qu'on ne voit pas, qu'elle est souterraine, que de l'eau qu'on voit sur les lacs, sur les barrages même, etc. etc. Disons que les aquifères sont finalement, en général, ce sont comme les poumons hydriques de la nature et qui fournissent de l'eau, même s'il ne pleut pas pendant longtemps. On voit les rivières qui continuent à avoir de l'eau. Bon, c'est les aquifères, c'est les poumons qui sont là derrière, non? Mais aussi, bien sûr, là où on fait l'exploitation, on a aussi de l'eau pour d'autres usages. Mais je dis, devant le changement climatique, on doit commencer,
penser vite à connaître ces poumons, pas pour les surexploiter ou les contaminer, mais en même temps pour faire de ces enjeux des enjeux clés, des réservoirs stratégiques pour mieux gérer les sécheresses qui seront de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Et c'est là qu'on a les clés pour ça. Après, il faut voir sur chaque territoire. Il y a des territoires où on a des solutions autour de cela et d'autres pas, des aquifères, où les aquifères ne sont pas d'eau douce, sont salinisés, ou d'autres, d'accord? Mais je dis en général. Non, donc voilà, à mon avis, sur cette question, faire la paix, ce n'est pas simplement une question de quantité. De temps en temps, on a des problèmes de surexploitation qui s'ajoutent sur les problèmes, disons, de sécheresse, de crise de sécheresse et tout ça. Mais très souvent, et c'est quelque chose qu'en Afrique, quand je parle, j'ai eu déjà plusieurs réunions très intéressantes. Merci Geneva Water Hub, vous êtes mes guides, non, dans ce sujet en Afrique particulièrement. Mais je vous ai dit d'autres fois, j'entends parler tout le temps des problèmes de quantité, qui sans doute sont énormément importants, mais je n'écoute pas les problèmes de qualité que je connais, par exemple, désastre total en Amérique latine, pollution de métaux lourds, minières, ce qui veut dire, pas simplement pour demain, souvent des contaminations, par exemple, en tête de système qui affectent tout le bassin versant et qui contaminent pas l'eau qui passe, mais les territoires, la santé des publics qui n'est pas, il n'y a pas une diarrhée pour demain, il n'y a pas l'alarme. On se contamine et on s'empoisonne petit à petit d'une façon progressive et irréversible. Par exemple, je viens du Pérou où le gouvernement reconnaît, en voix basse, tu vois, mais reconnaît un 30% de la population qui s'empoisonne au quotidien. 11 millions de personnes. 84% d'enfants et de filles de moins de 11 ans. Moi, je me dis, si c'est moi qui se contamine avec des métaux lourds, bon, on ne perd pas tellement. Je n'ai pas tellement de vie devant moi. Mais si j'avais 5 ans, c'est un crime incroyable. C'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'on reconnaît. L'autre jour, je lisais, je ne sais pas si c'est exact, je pense que c'était en Ghana, et il y avait une estimation d'un auteur, je pense qu'il est sérieux, 60% des cours d'eau contaminés par des métaux lourds, aussi minières. Combien de personnes sont en train d'être empoisonnées au quotidien, et donc peut-être on ne ressent pas. Si tu as un métaux lourd, du cadmium, ça ne sent pas le cadmium. Et le lendemain, tu n'as pas une diarrhée. Tu t'empoisonnes petit à petit, peut-être tu vas avoir une vingtaine moins d'années de vie et tes enfants vont avoir des problèmes de santé pendant toute leur vie, mais tu ne t'en rends pas compte. Ce qui est encore plus grave parce que tu n'entres pas en alarme. Tu n'es pas préoccupé. Dans le cas du Pérou, je me rappelle, là, ils sont préoccupés parce qu'ils ont commencé à recevoir l'information. Et je le dis franchement, je n'ai jamais pleuré autant dans ma vie que les 15 jours de la visite officielle en Pérou. Jamais. C'était au quotidien, j'ai reçu à peu près 250 communautés, la plupart qui venaient me voir dans un endroit ou l'autre, en voyageant parfois 2 jours, 1 jour et demi, surtout des femmes, avec les analyses qu'ils avaient réussi à faire de leur part même, de leurs enfants. Des maîtres d'école qui venaient avec 60 enfants, comme ça, regardez, 100% pollués au quotidien, et en pleurant, et en me demandant qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire. De ma part, pleurer avec vous, madame, et le mettre dans mon rapport, et lever l'alarme générale en disant qu'est-ce que c'est que ça? C'est un écocide, c'est un crime contre l'humanité. Je demande, je vais continuer à rechercher sur ça. Donc ça, par exemple, je ne ressens pas
des informations sur ce genre de sujet de pollution toxique en Afrique? Probablement, on en a. En tout cas, c'est déjà beaucoup ce que je reçois et je remercie. Et donc, voilà, premièrement. Deuxième grand sujet, entendre l'eau comme un bien commun et pas comme une marchandise. Et donc, gérer l'eau à travers une gouvernance démocratique de l'eau, démocratique et participative. Quand on parle du commun, d'un bien commun, ça veut dire que on accède tous, on a le droit d'accéder, mais on n'a pas le droit d'approprier ou de, comment on dit, accaparer. Voilà. Et donc, on a une gestion participative. Bon, quand on a une communauté petite, rurale, ou la façon de faire des communautés indigènes, disons que c'est faisable. Et c'est ce qu'on fait, des institutions participatives où tout le monde est là-dedans. Après, ça marche mieux ou pire, ça dépend. Les êtres humains, nous avons plus ou moins de capacité de leadership et tout ça. Mais cette approche, mais si dans une ville de millions d'habitants, ou quand on commence à voir qu'il faut gérer un bassin versant qui n'est pas même international, on se pose des problèmes. Comment faire ça? On ne peut pas faire une assemblée générale de bassin chaque week-end, non? Alors, ça veut dire qu'on doit s'adresser aux États pour dire on demande votre participation, c'est à vous d'organiser cette gestion de bassin pour que ce soit durable, par exemple, en surveillant que les droits humains vont s'accomplir avec des responsabilités publiques, mais sans perdre, et c'est quelque chose sur laquelle j'insiste, sans perdre la perspective, les valeurs, les critères de gestion qui sont propres d'un bien commun. C'est-à-dire, ce n'est pas question de dire, comme je suis l'État, je fais ce que je veux. Non, non, je suis l'État, mais je dois faire une gestion en accord avec les principes de la gestion communautaire. Donc, d'une façon participative, transparente. Et donc, c'est une gouvernance qui n'est pas facile à faire pour personne. C'est un défi, pas pour l'Afrique, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Australie, pour les pays avancés ou pas, riches ou pas, c'est un défi démocratique. Et donc, là, dire simplement que, en tout cas, vous avez beaucoup de pays, mais en Afrique, je suis sûr, des traditions de démocratie participative hein, qui sont très fortes. Moi, je recevais avec beaucoup d'intérêt des informations que je dois étudier plus à fond pour les prendre dans mes rapports maintenant pour cette année-ci. Comment dans une gestion transfrontalière si compliquée au Niger, dans le bassin du Niger, je pense que c'était aussi sur le Sénégal, vous faisiez plusieurs exemples où vous me disiez, on a les forums participatifs où la participation communautaire est effective et active. Très important, incroyable. Donc pour moi, je dois apprendre beaucoup de choses sur ce sujet. En tout cas, permettez-moi simplement de donner, j'ai deux exemples que je connais en Afrique et donc je partage un peu mes impressions. J'ai fait ma visite officielle en Tunisie. Je donne deux données pour, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est représentatif de la région, ou c'est très spécifique de la Tunisie, et une autre visite pas officielle au Sénégal. Sur la Tunisie, je me suis retrouvé un énorme effort historique pour avoir des réseaux qui arrivent un peu partout, disons, pas simplement dans les villes, mais aussi dans le milieu rural. Mais des questions très graves sur ce qui avait à voir avec la maintenance et le renouvellement des réseaux. Donc les réseaux, surtout sur le milieu rural, sont un désastre, mais c'est faute de personne, c'est pas une faute des communautés, mais des investissements, etc., etc. Et donc, il y a des coupures fréquentes et des niveaux de fuite énormes. Parfois reliés. Pour avoir moins de fuite, on coupe l'eau. Mais quand vous avez des réseaux avec des grandes fuites, 50-60%, vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il y a autour de la fuite.
il y a de la boue, probablement il y a de la contamination de toutes sortes. Du moment où vous enlevez la pression, vous avez des infiltrations systémiques. Donc, ce réseau n'est pas potable. Vous pouvez regarder comme vous voudrez. Alors, vous épargnez des fuites et vous avez de l'eau pas potable. Ça, c'était un peu partout. Deuxièmement, une question très importante. Pratiquement tout, sauf une partie d'approvisionnement d'eau qui vient du nord-est, du nord-ouest de la Tunisie, où il y a des eaux de surface et donc il y a un grand transfert le long de la côte, bon, tout ça. Mais la plupart des approvisionnements, c'est de l'eau souterraine. Le gouvernement reconnaît officiellement qu'ils sont en train de pomper 120% sur ce qui serait durable. Et en plus, ils sont en train d'exploiter aussi des aquifères fossiles. Donc, il n'y aura pas de renouvellement. Donc, 120% et augmentant, ça veut dire que, bon, c'est un suicide collectif. Parce que le futur, ça va être, dans ce cas-là, dans chaque endroit, le changement climatique n'enlève pas des pluies, change la distribution, mais comme il y a plus de température, il n'y a plus d'évaporation, et tout ce qui monte redescend. Donc, il va y avoir en général beaucoup plus de précipitations, mais distribuées d'une autre façon. Souvent, dans les régions qui ont moins d'eau, moins de précipitations, vont avoir encore moins. Et d'autres qui ont plus vont avoir peut-être et d'une façon très irrégulière. Donc, avec des averses, mais aussi avec des temps de grande sécheresse. Tout ça. Bon. Alors, en général, la Tunisie va avoir moins d'eau, mais ils sont en train de surexploiter ce qu'ils ont. Donc, alors, dans ce plan, je conseillais, et une autre chose, ils doivent pomper l'eau. Donc, comme la priorité, c'est l'agrobusiness pour l'exportation, on se retrouvait dans plein d'endroits où les gens disaient, non, il y a 60% de puits qui sont illégaux, mais permis, et les grandes exploitations des agroexportations ont la priorité sur les approvisionnements d'eau pour les rurales. Ce sont des pompages plus profonds, plus forts, et donc quand ils appuyaient le bouton, l'eau se coupait pour tout le voisinage, parce que les puits officiels, publics, pour approvisionner de l'eau aux gens ne fonctionnaient pas pendant 2-3 jours, par exemple. Bon, voilà, des problèmes comme ça. Merci beaucoup. Alors, pour cette intervention, ces perspectives et votre expérience sur ces questions d'enjeux d'accès à l'eau et aussi votre humilité pour cette reconnaissance qu'il y a lieu d'apprendre beaucoup plus sur des contextes sur ces questions de partage de l'eau. Et c'est une posture qu'on devrait d'ailleurs tous adopter de manière générale, et c'est la chose passionnante avec cette complexité de la gestion de l'eau. En tout cas, les collègues du Polo Dakar faisaient la réflexion après ce rendez-vous de New York sur l'entrée dans une ère d'incertitude qui touche tout le monde. Nous sommes du coup aussi dans les pays occidentaux traditionnellement plus riches en abondance d'eau face à nos vulnérabilités depuis ces sécheresses qui frappent depuis 2 ans beaucoup de ces pays. Et puis, il a lieu donc du coup de changer des perspectives sur la coopération sur l'eau qui traditionnellement était dans le cadre d'un transfert de technologie du nord au sud, avec un débat plus général sur comment on peut mieux s'attaquer à ces questions de partage de l'eau. Et des exemples, justement, vous l'avez souligné, notamment d'Afrique, avec ces agences de bassin qui ont vraiment un caractère pionnier dans la matière. Donc, on va ouvrir le débat de manière générale avec la salle sur ces questions, autour de la question de comment la coopération dans le domaine de l'eau peut réduire ces fragilités socio-économiques. Il y a la question aussi des populations marginalisées. Souvent, dans beaucoup de contextes, c'est des communautés qui se trouvent en périphérie des États, des capitales, donc dans des zones plutôt frontalières. Et c'est vrai que les organismes de bassin transfrontières, à ce titre, certains en tout cas, pourraient avoir un rôle intéressant aussi d'appuyer les États sur apporter l'eau à ce niveau local. Et donc, je vais donner la parole d'abord aux panélistes s'ils veulent réagir sur les interventions qu'ils ont entendues autour de ces questions. Et puis après, on va prendre des questions de la salle sur ces enjeux. Merci beaucoup. Alors, Guillaume, peut-être.
Oui, je veux bien réagir aux deux interventions de Madiodio et Pedro, qui, ouais, je pense, ont été très complémentaires et amené des points intéressants. Moi, j'aimerais peut-être juste réagir sur la question de la gestion partagée avec la perspective de la gestion partagée des bénéfices. Et je pense que c'est une manière aussi de faire la paix avec les écosystèmes, comme Pedro disait, où effectivement, si on pense l'eau pas comme étant juste une ressource qu'il faut s'approprier, s'accaparer pour la garder pour la question de la survie, mais se dire qu'elle peut effectivement bénéficier à tous et afin que ça peut être un outil de développement. Donc, dans ce sens-là, c'est absolument essentiel. Aussi, réagir sur la question de la qualité de l'eau, c'est vrai qui ne revient pas souvent quand on parle du Sahel. Pour moi, il y a probablement deux raisons principales. Une, c'est qu'il y a quand même moins de pollution, hein, il y a quand même beaucoup moins d'industries qui sont souvent les principales responsables de la pollution, en tout cas de masse des écosystèmes aquatiques. Mais il y a quand même aussi le fait qu'il y a souvent beaucoup moins de mesures. Et ça, en tant qu'humanitaire, moi, je peux le témoigner. Il y a 20 ans en arrière, quand on était dans un théâtre d'opération, on se contentait de faire des mesures juste de contamination bactériologique. Au jour d'aujourd'hui, j'ai parlé qu'on vise maintenant des solutions plus durables et tout, où effectivement les standards auxquels il faut qu'on réponde demandent des mesures beaucoup plus conséquentes et que souvent, quand on se trouve dans des contextes fragiles ou de conflits, il n'y a pas les moyens sur place de mesurer ces paramètres. On se retrouve encore au jour d'aujourd'hui parfois à envoyer des échantillons depuis l'Afrique en Europe ou ailleurs pour faire ces choses-là. Et c'est là aussi où tout le principe du nexus, du renforcement des capacités, où des organismes comme la Banque mondiale et autres vont devoir investir pour mettre en place sur place ces moyens de mesurer, de garantir une qualité à un niveau de service qui seront absolument nécessaires sur la durée. Merci beaucoup, Guillaume. Peut-être, je ne sais pas si le docteur Madio Dionias veut réagir aussi à des interventions qu'il a entendues. Il y avait la question qui intéressait la culture de la gestion de l'eau en tant que bien commun. Est-ce qu'il y a des exemples en pratique auxquels vous pouvez nous renseigner sur des bassins à l'échelle, que ce soit entre États ou au niveau communautaire, sur comment cette gestion en tant que bien commun est appliquée? Merci. Sur la question spécifique de l'eau en tant que bien commun, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas, en ce qui concerne la dimension écosystème partage des bénéfices, je pense que un aspect important, en tout cas, qui est ressorti aussi dans l'étude que nous avons réalisée pour le compte du port eau de Dakar, c'est le fait que les écosystèmes naturels, et notamment écosystèmes aquatiques, le rôle en tant qu'infrastructure naturelle n'est pas souvent reconnu. C'est-à-dire que, par exemple, une zone humide, etc., joue un rôle qui est très proche d'ailleurs du rôle de barrage. Ça emmagasine l'eau, ça filtre l'eau, ça purifie l'eau, ça recycle l'eau, ça recharge les nappes profondes. Ce rôle n'est pas, de façon générale, n'est pas reconnu, en tout cas dans les interventions de développement. Il arrive souvent qu'on détruise une zone humide pour construire un barrage, par exemple, à côté, en ne tenant pas compte les bénéfices qui sont perdus. Donc, ça c'est peut-être un aspect qui est à prendre en compte. Sur la qualité de l'eau, je pense que c'est vraiment un problème important, mais je crois qu'il y a deux problèmes, au moins. C'est vraiment l'absence de données, le suivi. En tout cas, dans beaucoup de bassins où j'ai eu à travailler, en tout cas ces dernières années, dans les bassins du Mano River Union, le bassin du lac Tchad, le fleuve Sénégal, les données disponibles, en tout cas, c'est vraiment problématique. Il n'y a pas un suivi rigoureux à long terme. Deuxième problème, on le sait d'ailleurs, hein, surtout en relation avec les exploitations minières, notamment l'herpaillage, la qualité de l'eau s'est dégradée dans beaucoup d'endroits. Mais le suivi laisse à désirer.
Là où le suivi existe, moi j'ai vu des pratiques où l'État n'a pas voulu communiquer les vrais chiffres. Vous voyez, pour ne pas apeurer la population, parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que même si l'eau n'est pas de bonne qualité, l'État n'offre pas mieux. Donc, il préfère de façon taire l'information disponible sur la dégradation de la qualité de la ressource. Donc, ça, c'est peut-être une réaction rapide, en tout cas, sur ces deux problèmes. Merci beaucoup. Donc, Pedro souhaite intervenir aussi. Après, on va ouvrir les questions à la salle. Si vous voulez aussi poser des questions en ligne, c'est possible. On vous invite à les poser sur le chat. Pedro, la parole est à vous. Je voulais simplement vous dire aussi une petite chose que j'ai mis parmi les recommandations au gouvernement de Tunisie. Je ne sais pas si c'est une bonne recommandation, j'espère que oui. Et peut-être on peut l'appliquer un peu dans d'autres endroits. Du moment où les problèmes est de pomper l'eau, parce que l'eau est, dans ce cas-là, dans le cas de la Tunisie, c'est de l'eau souterraine, il y a un 30%, c'était les données officielles, 30% des institutions communautaires, je ne me rappelle plus comment c'était le nom de chaque petit village, 30% étaient collapsés parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'électricité. Alors, ils collapsaient, il n'y avait plus d'eau. Les femmes devaient aller chercher l'eau, je ne sais pas quoi, des camions qui venaient et vendaient de l'eau sans aucune garantie, etc. etc. Et donc, moi, je disais, bon, la Tunisie n'a pas de pétrole, on est dans le monde entier, mais la Tunisie est particulièrement obligée de faire la transition énergétique. Mais on a beaucoup de soleil, donc comme en Espagne, non? Donc, ça vient. Le problème, c'est que ce n'est pas idéal. L'énergie solaire, par exemple, a un énorme problème de durabilité sur les batteries, en général. En général, je dis dans le monde. Donc, c'est en question. Jusqu'où on arrive, qu'est-ce que ça donne, etc. Mais, en question de pompage, on n'a pas besoin de batterie en principe. Donc, vous avez le soleil pendant la journée, vous pouvez pomper et vous stockez. Il n'y a pas de soleil, bon, tant pis, on a stocké l'eau, on a l'eau préparée. C'est une façon de stocker l'eau sans avoir besoin de stocker l'électricité. Donc, à mon avis, ça, c'est un investissement fort, mais après, on peut payer parce que c'est facile de maintenir. On peut avoir des techniciens en Algérie, non, en Algérie, pardon, en Tunisie. On a des jeunes bien formés. On a des gens qui savent faire. On peut faire des moyens humains pour maintenir tout un réseau de pompage avec de l'électricité solaire, non? Donc, mais on a besoin d'un investissement pour y aller. Bon, mais on peut y aller. C'est une stratégie qui, tout d'un coup, débloque l'incapacité d'avoir de l'eau, de l'argent pour payer l'électricité. On a besoin d'un investissement, mais après, ça peut marcher. Donc, j'ai fait cette recommandation. Je ne sais pas s'il est intelligente, s'il est faisable, mais voilà, je voulais vous la poser. Merci beaucoup. Donc, on va ouvrir à l'audience les questions. On va prendre une série de 2 à 3 questions pour les panélistes. Si vous avez des questions spécifiques à un panéliste, merci de l'adresser à la personne que vous souhaitiez qu'il réponde. D'accord, merci. Je pense que c'est plus une contribution pour les questions qui ont été soulevées par le rapporteur des Nations Unies. Et j'aimerais bien essayer de répondre à ces questions qu'il a soulevées en nous faisant savoir qu'il n'avait pas une bonne connaissance de la qualité de l'eau en Afrique, de ces problèmes. Je peux vous assurer que tout au moins les régions que je connais, je peux vous dire que les eaux sont polluées. De manière globale, il y a une forte pollution. Le problème qui se pose, c'est l'absence de données pour éclairer cela et le mutisme complet des décideurs sur la question. L'absence même de laboratoires dans la plupart des pays, de laboratoires certifiés sur la qualité de l'eau, ça, ce sont des problèmes qui doivent attirer l'attention de nos décideurs politiques. Si vous prenez le cas du Burkina, par exemple, vous avez l'orpaillage un peu partout. Vous avez de grandes compagnies minières canadiennes qui exploitent à côté des rivières. Et c'est sûr qu'il y a de la pollution à tous les niveaux.
Le cas du Ghana est un cas que je connais particulièrement bien pour avoir vécu au Ghana pendant plus d'une dizaine d'années et de m'intéresser à la question de l'eau au Ghana de manière générale. Je peux vous assurer que quand vous allez dans le Ashanti River, il n'y a pas d'endroit plus pollué que cette zone où on contribue de manière globale à exploiter l'or. Et qui dit exploitation d'or, même quand vous passez sur la route, vous quittez Koumassi pour aller vers le nord, Kintampo, c'est que vous voyez la forêt à gauche des deux côtés de la rue, mais ce n'est qu'un rideau. Il suffit d'aller juste 3-4 kilomètres à l'intérieur, c'est un paysage lunaire. À cause dans le cadre du programme qui s'appelait Millennium Village Goal, c'est les paysans eux-mêmes, les populations elles-mêmes, qui, après avoir pris l'eau d'une bonne fontaine, nous ont montré simplement, avec du cassava, comment cette eau était polluée. Il suffisait de tremper. L'eau est crystal clear, comme on dit en anglais. Mais vous mettez du manioc là-dedans épluché, ça devient comme de l'encre. Alors, ces éléments-là, c'est pertinent, c'est un peu partout. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'orpaillage dans le massif du Fouta-Jalon où prennent les sources, où prennent les sources où se trouvent les sources et du Sénégal, et de la Gambie, et du fleuve Niger. Si rien n'est fait, la pollution va atteindre ces cours d'eau. Si vous arrivez à Bamako, vous avez les teinturières, les femmes qui font la teinture sur les tissus. Toutes les eaux usées sont rejetées dans le fleuve Niger et ça va arriver à la boucle du Niger. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pour vous dire que la question de la pollution, tout le monde la sait. Elle existe, mais c'est les décideurs politiques qui n'osent pas prendre, qui n'ont pas le courage d'hésiter. Et pour ça, il faut nécessairement que tous les projets sur le domaine de l'eau aient automatiquement attaché à ces projets une étude sur la qualité de l'eau et sur la biodiversité aquatique. Parce que aussi en Afrique, on pense eau et on oublie l'environnement. Le débit environnemental, personne n'en parle. C'est pourquoi, personnellement, je propose que partout dans les projets, on fait du water accounting. On sait exactement qui fait quoi, quelle quantité d'eau sont utilisées par quoi, et etc., combien est rejeté, et de manière générale, quelle est la qualité de ces rejets-là. Pour moi, c'est important. Maintenant, arrive la question que vous avez soulevée, les grandes fermes agricoles. Il y a une autre forme de pollution qu'on observe au Sénégal et qu'on ne dit pas. On a tellement pompé les ressources sur la frange côtière qu'on a une inversion du gradient d'écoulement. Donc, il y a une intrusion du biseau salé à l'intérieur des terres et qui pollue la nappe phréatique qui est source d'eau pour une bonne partie des populations. On n'en parle même pas. Donc, ce qui est arrivé en Tunisie, je ne serais pas surpris que ça arrive chez moi au Sénégal si on continue dans ce truc. Là où on faisait un écrémage des eaux de surface, maintenant, avec l'utilisation de forages et de pompes puissantes, on est dans une zone de turbulence. Et là, c'est fini. L'autre aspect, donc, c'est la marchandisation de l'eau. En réalité, c'est dans l'absence des politiques de l'eau. Les pays doivent dépasser le code de l'eau, ce qu'ils appellent le code de l'eau, qui est une réglementation, et avoir des politiques qui sont prospectives, qui analysent la ressource dans le futur, son usage dans le futur, en mettant ça en relation également avec le bien-être des populations. Et malheureusement, tout au moins, je dirais, dans les pays francophones, ça n'existe pas. Et la plupart des réseaux que nous avons aussi, que ce soit pays anglophones ou francophones, c'est des réseaux qui sont vieux,
qui sont troués, qui sont connectés n'importe comment. Les réseaux de distribution au niveau des quartiers, 50 000 personnes qui se connectent sur un tuyau d'un petit diamètre. Le plus souvent, il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tous les éléments, toutes les bactéries, tout ce qu'on n'aime pas voir dans l'eau se retrouve dans le tuyau et au bout du rouleau, quand on ouvre le robinet, en fin de journée, quand il commence à y avoir de l'eau, on est complètement pollué. Je vous remercie. C'était une contribution plus qu'autre chose. Merci. Merci beaucoup à vous. Il y a une dernière question. Dernière question peut-être avant de clôturer le forum. Les dernières questions dans la salle, madame. Moi, j'ai juste une petite question. En fait, vous avez tous pointé la question de l'éthique et la question de la bonne gouvernance. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette salle en ayant envie encore de vivre et de... Quels pourraient être les garde-fous? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que c'est si désespérant et si désespéré? Bon, c'est une question complexe et on va pas faire un miracle. Mais je dis, sur la question de faire la paix avec les écosystèmes, disons que ce n'est pas tellement difficile, mais il faut avoir clarté et volonté de le faire. Un écosystème aquatique, si on le laisse en paix, il se récupère très vite et il commence à bien fonctionner très vite. Ce n'est pas irréversible, normalement. Donc, c'est faisable. Écoutez, les régions les plus polluées, c'était l'Europe, c'était les États-Unis, c'était l'Angleterre. Vous regardez maintenant, ça a été récupéré? Oui, c'est récupéré. Donc, mais il faut changer les lois, il faut changer la surveillance, la volonté politique, la comprendre, savoir que la même façon que quand on dit prendre une forêt comme un dépôt de bois, et donc surexploiter et finir avec le dépôt de bois, ça peut être un bon business pour celui qui prend le bois et s'envoie. C'est un désastre économique. Ce n'est pas un attentat écologique simplement, c'est un désastre économique pour le pays. Donc polluer, surexploiter une nappe phréatique ou une rivière peut être profitable pour quelques-uns, mais finalement c'est un désastre pour tout le monde. Alors faire la paix avec les écosystèmes, c'est faisable. On le voit dans beaucoup de cas. Dans les régions, dans beaucoup d'endroits dans le monde, où, par exemple, les peuples indigènes ont le droit et la possibilité de faire sa façon de faire envers la nature, ça marche. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas aller visiter la Lune. Non, non, c'est faisable. Deuxièmement, quant à la question démocratique et aller aux moyens pour agir, je prends souvent un exemple, un bon exemple, on ne peut pas copier, mais on peut regarder et si c'est intéressant, faire quelque chose peut-être de semblable en Colombie. En Amérique latine, il y a tout un réseau immense qui s'appelle, de plus en plus, de mieux en mieux organisé, qui s'appelle la Red de Acueductos Comunitarios, le réseau d'aqueducs communautaires. On estime qu'il y a à peu près 100 millions de personnes appauvries dans le milieu rural c'est eux qui le font, parce que l'État n'arrive pas. Voilà, et ils ont des traditions pour le faire, mieux ou pire, mais ils le font. Bon, le réseau colombien a fait une loi, ils ont mis 10 années de débat, et c'est la Ley Propia de Acueductos Comunitarios, qui est maintenant dans le Parlement. Ils vont voir s'ils réussissent majorité. Leur alternative, c'est une stratégie de partenariat public communautaire. C'est-à-dire, disent, nous, on revendique nos capacités de bien faire. Mais on a besoin de la responsabilité de l'État s'adresse avec un partenariat sur la base du respect. Donc, nous, on peut faire ce que l'État pourrait faire, mais on peut le faire. Mais on a besoin d'un support, d'une alliance, d'un partenariat. C'est faisable. Là où on le fait, ça marche. Donc, et on peut dire, non, mais on est pauvre. Bon, mais on a une priorité. Si on a la priorité à faire ce genre de choses, c'est faisable. Et on a une responsabilité internationale, changement climatique. C'est nous, les riches, qui avons mis en marche ce processus, cette crise. Donc, on a une responsabilité pour appuyer, pour etc., etc. Donc, faisable, c'est faisable. Les stratégies
sont aussi dessinés. Maintenant, il faut avoir conscience suffisante, organisation et volonté de faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup au rapporteur spécial sur les droits à l'eau et à l'assainissement pour ces contributions qui offrent des perspectives du coup positives sur comment avancer sur ces questions de gouvernance de l'eau. Il y avait encore une dernière question dans la salle avec un souhait d'intervention. Et puis, il y avait une question en ligne aussi. Et après, on va procéder à la clôture du forum. I can speak in English again. Yes. Thank you. Just to support what Dr. Barry has been saying, first of all, on the first, just a little comment before I go to my question. On the 4 criteria for the human right to water in terms of accessibility, availability, etc., and quality, all of these, in order to make any kind of judgment on these 4 criteria in Africa, we need data. And with the absolute lack of data in many areas, it is impossible to make any kind of judgment or any kind of sensible decision on the political level on these things. So just to emphasize that any kind of direction on the human right to water, I believe, starts with collecting data and monitoring this. But I would like to share a little story and just see what your comments are from the perspective of the making peace with nature. I've documented a case which is quite interesting. I think is the Nature Conservancy is acting quite strongly in Africa at the moment. And the first case that I covered was the Upper Tana Nairobi Water Fund, which was the first fund in Africa where a utility, which is providing water to the citizens of Nairobi, is making a business case that it is actually much cheaper to invest in the replanting of the upper catchment than to pay for water quality treatment at the dam. Okay, so they have now got tariffs. They have included in the tariff for Nairobi that the replanting of the upper catchment for Nairobi for long-term access to water is included in the tariff. So this to me was historic because we are including payment for ecosystem services into a water tariff, which I haven't seen before. Now, the Nature Conservancy is going further and they are establishing similar water funds all across Africa, starting with cities like Cape Town, which got very close to day zero. And part of this is trying to protect the ecosystem, which is supplying Cape Town in the long term with water. But it's a business case. It's almost like a private sector model. So I'm not sure what you think about it from this perspective, but I think it's something which does resolve a very urgent problem. Si peut-être vous pouvez nous lire une question du coup oui. Vous aviez retenu en ligne et puis après on va. Oui, alors on avait plusieurs questions en ligne. Tout tourne un peu autour du lien entre gouvernance et accès à l'eau. Je vous en lis une par exemple. Est-ce que les acteurs intervenants, donc vous, pensez qu'il y a une corrélation entre la mauvaise gouvernance et le faible accès ou quasi pas d'accès des communautés à l'eau? On nous parle de faible investissement, de corruption, d'impunité, et c'est quelqu'un de RDC qui nous pose la question. Il y a deux dernières questions avant de clôturer ce panel. Je ne sais pas s'il y a Dr Madiodio en ligne ou les panélistes ici présents souhaitent répondre à ces deux ou une de ces deux questions. Oui, dans le cas de la gouvernance, oui, c'est évident. C'est évident. Donc, si la priorité, par exemple, c'est l'agrobusiness, qui est légitime, mais si c'est en plus de légitime, c'est la priorité, c'est une question de gouvernance, ben, d'un coup, les gens n'ont plus d'eau. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a une réalité qui est précédente, qui est prioritaire pour un gouvernement ou pour la réalité des asymétries de pouvoir. Donc, voilà, la gouvernance est essentielle. Et envers ce que monsieur a dit, je suis absolument d'accord. Il y a tout un tas d'exemples où aujourd'hui, les approches, on dit,
nature, je ne sais pas comment on dit en français, les approches basées dans la nature sont cost-effectives. Moi, je suis professeur d'économie. C'est ce qui a de meilleurs marchés et plus effectif. Alors, quand l'Union européenne fait, par exemple, la directive cadre, et on ne parle pas d'économie, ils disent non, objectif, on doit récupérer le bon état écologique des rivières, des fleuves. Les Européens sont fous, ils ont oublié l'économie. Non, c'est le pragmatisme économique anglo-saxon qui se sont rendus compte qu'il faut faire attention à la poule des œufs d'or, comment on veut dire, soigner la poule, non? Soigner la nature parce qu'elle est très rentable. C'est l'ingénierie verte qui fonctionne. Si on fait fonctionner ça, voilà, elle travaille avec des technologies sophistiquées qui travaillent gratuitement avec de l'énergie solaire. Alors, reprendre ça, c'est un bon business. Et puis après, on a la technologie qui est supplémentaire, mais pas contre la nature. C'est ce qu'on est en train de faire en Europe. Et par exemple, à New York, ils ont fait le grand débat à un moment donné, il y a déjà quelques dizaines. Et ils se sont dit, bon, combien ça coûte de dépolluer toute l'eau qui nous arrive des rivières polluées, etc., etc. C'est un grand business, un grand sujet. Et ils ont fait un projet de récupérer les bassins versants en faisant des interventions accordées avec les paysans, avec les éleveurs, etc. C'était 10 fois moins cher. Et donc, il faut ça. C'est 10 fois moins cher avoir de l'eau potable près de New York pour une énorme population en faisant un accord avec les populations upstream, non? Donc, on a des cas comme ça. Quito, en Équateur, ils sont sur le même sujet. Donc, je suis intéressé sur Nairobi. Si vous me donnez les données à la fin, je prendrai aussi note pour faire la citation aussi. Merci beaucoup, Pedro. Cette dernière intervention clôt du coup ce panel, ce dernier panel sur l'eau et qui est également le dernier panel de ce forum Afrique 2050. Je redonne la parole pour la clôture au président d'Africa 21. Merci beaucoup. Merci Jean, merci beaucoup pour ce panel très riche. Merci à nos intervenants. Je voudrais rassurer Monsieur Pedro Araujo Agudo. Nous sommes tous venus pour apprendre. Votre humilité vous honore et nous saluons également la disponibilité de nos différents intervenants et Monsieur Ignace qui était en ligne et Monsieur Guillaume Pierre Humbert. Merci beaucoup d'être venu. Il me revient la charge de dire un mot pour conclure à la fois cette journée et ce forum. J'irai rapidement, mais juste avant, je vous inviterai, après mon mot, si ceux qui sont présents dans la salle, on peut faire juste une photo souvenir de famille juste devant là, ce serait super pour la suite de nos échanges et surtout garder contact pour nos prochains rendez-vous. Et l'Afrique au cœur de la Genève internationale, qui elle-même est au cœur du déploiement du système onusien. Et donc, l'Afrique étant notre avenir commun, les questions globales qu'elle cristallise nous concernent tous. Et les différentes tables rondes ont permis de relever 3 points que je voudrais souligner ici rapidement. Le premier, la nécessité d'approfondir notre connaissance de l'Afrique. Pas seulement ceux qui sont en dehors de l'Afrique, mais les Africains eux-mêmes, et experts comme non-experts. Ses défis, mais aussi ses atouts et ses opportunités. Le deuxième point, c'est savoir investir dans la résilience, l'industrialisation et l'innovation technologique. Et un dernier point, renforcer la gouvernance démocratique, la synergie entre tous les acteurs institutionnels, secteur privé, société civile, et la coopération entre les gouvernements, notamment la coopération régionale sur laquelle il faut beaucoup travailler en Afrique. Et ensuite, après ce point scientifique de notre forum, je voudrais réitérer nos remerciements à tous les participants, à tous les organisateurs de ce forum, à toutes les personnalités qui sont venues nous délivrer un message, les experts qui sont intervenus, les partenaires et tous les appuis institutionnels. Et enfin, un dernier point, il faudrait un peu nous projeter en faisant le vœu d'échanges permanents entre Africa 21
et tous ceux qui ont contribué à rendre effectif ce forum. Évidemment, il y a l'Université de Genève, il y a le Geneva Water Hub, il y a et toutes les autres institutions qui ont voulu nous appuyer. Et surtout, nous espérons vous revoir très nombreux au prochain rendez-vous, puisque c'est la première édition. Nous aimerions garder le contact pour que la deuxième édition soit encore plus, je ne vais pas employer un mot trivial, mais encore plus chouette en termes de participation et de contenu surtout. Et c'est-à-dire une deuxième édition que nous espérons pour 2024. Et a few words in English pour ceux qui n'ont pas tout compris de tout ce qu'on a dit jusque-là. Thanks to the organization committee, to the experts, speakers, to the participants, partners, and supporters. There's just one thing to remember. Despite its challenges, Africa has major opportunities that make it our common feature and the place to be. The Africa 2050 Forum is the place to be every year to think about the Africa of tomorrow. And we look forward to seeing you next year for the second edition of our forum. Until then, I hope we will keep in touch. Thank you very much.